Les meilleurs ennemis, film réalisé par Camille Girard et Vincent Buchet avec les équipes de C'est Politique, dirigé d'une main de maître par Mathias Hillion. Merci infiniment à eux tous. On continue cette soirée spéciale sur France 5, deuxième partie, avec nos invités. Je vous les représente, nous sommes avec Dominique Méda, qui est toujours là, Dominique Méda, sociologue, oui, toujours sociologue, spécialiste du travail et des inégalités sociales, intellectuel engagé à gauche, proche du PS, intense, soutien de Benoît Hamon en 2017. Et dans votre dernier ouvrage, Une autre voie, chez Flammarion, il est ici, vous mettez une touche verte à vos travaux, vous cherchez des solutions pour une reconversion écologique et sociale. Vous nous l'avez dit en introduction, vous avez été très heureuse du score des écolos. Dimanche soir, on va en parler avec vous ce soir. Emmanuel Todd, historien, anthropologue, spécialiste des structures familiales, mais aussi auteur d'essais plus politiques qui font à chaque fois, et c'est peu de le dire, énormément parler, qui suscite le débat, en tout cas. Vous avez reçu pour votre dernier essai, Où en sommes-nous, édité au Seuil. Vous êtes un intellectuel très hostile à l'Union européenne, telle qu'elle existe aujourd'hui, en tout cas. Enfin, très hostile, je ne suis pas hystérique, je suis un peu... Je suis triste de voir tous ces pays se débattre dans des contradictions insolubles, mais je ne suis pas à un niveau de violence extrême. Non, on va le voir ce soir. Je le disais, en plus, anti-européen jovial, j'aime beaucoup cette expression, qui est aussi hostile à la politique et à la personne d'Emmanuel Macron, ça on peut le dire. Ah lui, vraiment, je ne peux pas le piffer. Allez, merci d'être avec nous ce soir, comme ça c'est clair. Jean Viard, vous n'avez pas exactement le même avis qu'Emmanuel Todd sur le président de la République, on est d'accord ? Vous avez soutenu le président de la République en 2017, vous êtes un macroniste critique, c'est comme ça que je vous définissais tout à l'heure. Comme Dominique Méda, vous êtes sociologue, spécialiste de la ruralité, du temps libre, de la mobilité, de l'organisation des territoires, et vous venez de publier, le vôtre il est là, L'implosion démocratique aux éditions de l'Aube. Marion Van Rettergem, grand reporter, prix Albert Londres, ancienne signature du journal Le Monde, et vous venez de publier, vous, un magnifique livre, Mon Europe, je t'aime, moi non plus. C'est édité chez Stock, qui raconte 30 ans d'Europe, de la chute du mur de Berlin à aujourd'hui. Aujourd'hui, 2019, cette époque où on l'a vu dimanche soir, populisme xénophobe, nationaliste, appelons-les comme on veut, on en parlera sûrement tout à l'heure, gagne du terrain dans beaucoup de pays en Europe. Et puis, évidemment, Camille Girard. Bonsoir Camille. Bonsoir. Qui a réalisé le film que vous venez de voir et qui est avec nous ce soir. Le casting est au complet. Une première question justement sur le film que Camille a réalisé, Les meilleurs ennemis. Jean Viard, ils se sont choisis, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous diriez ça ? Vous diriez, comme dit l'un des stratèges, qu'elle est un diable de confort pour Emmanuel Macron ? Ça fait 25 ans que je travaille sur le Front National, donc c'est pas entièrement Macron qui l'a inventé. Il est né dans les années 95, ça s'est développé. Rappelez-vous quand Toulon, Orange et Marignane ont été pris par le Front National. Donc c'est pour dire que la montée de cette vague d'extrême droite en France, mais aussi en Europe, aux États-Unis, en Inde, regardez les élections en Inde, c'est une vague totalement mondiale qui bouleverse tout le jeu politique. Qu'après, dans le cadre d'une élection, il y a un jeu qui se met en place entre la liste dominante, puisque le Front National était, enfin, ils ont changé de nom, mais ils ont autour de 24, 25. Et puis, effectivement, du coup, il y a un jeu, effectivement. Jeu dangereux ou pas ? Il n'y avait pas trop autre choix. Je veux dire que le parti du président, normalement, aurait dû être plus bas. Ça s'est passé les élections précédentes. Moi, je trouve qu'ils se sont dit qu'ils seraient en tête. Ils ont perdu. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils ont dit on sera devant. Ils n'étaient pas devant. Ils sont juste derrière à 0,9 points. Enfin, ils ne sont pas devant. Et si vous voulez, après, il n'y avait pas tellement d'autres choix. C'est le jeu de tous les autres communicants de dire ça. Mais je veux dire que c'est quand même pas. Si les autres, vous savez, dans cette élection, il y a une chose simple. Les partis qui avaient une position claire ont eu des voix. Clair pour ou contre l'Europe, clair pour ou contre la lutte écologique, et les partis qui disent oui mais il faut changer un peu, mais pas complètement, et pas aux trois quarts, etc., ils ont été battus. Moi je pense que c'est la clarté qui a gagné. Dominique Méda, même question. Les meilleurs ennemis, c'est le titre de ce documentaire qui décrypte la mécanique de cet affrontement Le Pen-Macron depuis 2 ans. Est-ce que vous l'auriez titré comme ça ? Est-ce que ce sont les 2 meilleurs ennemis ? Je trouve que le film est bien. Le film nous montre en effet des choses. C'est bien mis en scène. Maintenant, ça fait, comme le disait Jean Viard, ça fait quand même très longtemps qu'on joue avec le Front National, qu'on s'arrange avec lui, que ça fait monter quand il faut. Ce qui est triste dans l'histoire, et là encore le film le montre bien, c'est la disparition complète des autres, en effet. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que là, la différence, c'est qu'il y a une recomposition politique avec le clivage droite-gauche qui n'existe plus, qui n'existe plus de la même manière. D'ailleurs, c'est extraordinaire, dans votre documentaire, il commente, Olivier Faure commente, et on regarde, les Verts sont quasiment pas là, d'ailleurs, et donc, bon,
c'est ce que vous avez voulu faire. Hein. Maintenant, il va falloir que nous, on regarde à côté comment tout ça peut se recomposer, en effet. Marion Van Rentergem, je vais citer une phrase de votre livre. Mon Europe, je t'aime, moi non plus. Jusqu'ici, le plus sincèrement européen et le plus antipopuliste des dirigeants que nous pouvions espérer est en train de renforcer le populisme en France. Vous parlez de Macron. Obama a produit Trump, Renzi a produit Salvini, Merkel laisse la place au chaos. Après Macron, quoi ? Point d'interrogation. Vous répondez quoi ce soir à cette question ? Est-ce que votre réflexion a évolué avec ces européennes ? Je l'ai posé à Emmanuel Macron, qui m'a fait en effet la grâce de me donner une interview pour ce livre-là. Je lui ai posé cette question de savoir est-ce que vous êtes finalement la victime, est-ce que vous êtes la victime du populisme, une victime de l'histoire ? Est-ce que vous êtes arrivé à un mauvais moment de l'histoire ? Les Gilets jaunes seraient arrivés de toute manière, ou est-ce que vous êtes responsable de ce qui se passe ? Donc il a un peu botté en touche, il a répondu comme Jean Viard d'ailleurs, que Le Pen existait avant lui, ce qui est exact. Il devait encore jouer aux billes quand Le Pen père est arrivé au deuxième tour au deuxième tour d'élection présidentielle. Maintenant. Non, il avait arrêté de jouer aux billes, j'espère pour lui. Pardon ? Il avait arrêté de jouer aux billes, j'espère pour lui. Non, c'est intéressant. Le film montre bien, c'est vrai, cette espèce de jeu pervers dans lequel s'inscrivent Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais pour moi, il y a un fantôme, il y a une espèce d'homme invisible qui arrive à la fin du film et qui m'intéresse particulièrement, qui est Steve Bannon, qui est un peu le théoricien, c'est donc le stratège de Donald Trump, le théoricien de ce clivage nationaliste-populiste, bien avant Macron et Le Pen. Et je pense que ce n'est pas... Donc tous les communicants disent ils ont joué l'un contre l'autre, ils ont fait exprès parce que ça leur permet à l'un et à l'autre d'exister, mais il faut comprendre que ce clivage nationaliste, alors on peut dire nationaliste mondialiste, on peut dire démocrates libéraux contre nationalistes illibéraux, ça dépend de quel côté on se place. Ça dépend de quel côté on se place, et puis je pense que le terme de Macron était très maladroit, nationaliste progressiste, on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire que progressiste. En revanche, cette réalité-là, le fait que le clivage droite-gauche a été dépassé par quelque chose qui le dépasse, donc encore une fois, en gros nationalistes, démocrates libéraux, existe depuis bien avant Macron et Le Pen et existe depuis ailleurs. On voit toute cette vague. Il y a Trump, il y a Bolsonaro, il y a Modi en Inde. Et puis maintenant, c'était avant à l'extérieur de l'Europe qu'il y avait des forces comme ça qui s'alliaient contre les valeurs européennes. Maintenant, c'est à l'intérieur même de l'Europe. Et alors, c'est vrai que ces résultats, c'est pour ça que je disais que j'étais un peu comme le père alsutiste au moment du saut. On peut le voir d'une manière positive, c'est-à-dire que les valeurs de l'Europe sont encore gagnantes aux 2/3, hein, si on regarde le camembert du Parlement comme il se présente, et en même temps, avec cette conscience que l'Europe est en danger, avec ces valeurs-là, avec ce qu'elle porte, mais on peut aussi voir le verre à moitié vide et que les forces populistes sont dans une dynamique qui leur est favorable. Emmanuel Todd, sur cette question du nouveau clivage. Je peux répondre comme les autres, sur le film d'abord. Allez-y, bien sûr. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, mais pas pour son argument explicite, de la polarisation entre les deux. Je trouvais que c'était un récapitulatif incroyable de la situation de la France, qui d'ailleurs est assez triste, en fait, il faut le dire. Et j'ai été surpris, surtout que j'avais beaucoup travaillé avant sur la situation anglaise, le Brexit, ou sur les populistes italiens. En fait, je reviens d'Italie. Par ce que ça donne comme image de la France, à la fois de confusion et de violence, en fait, par rapport à l'Angleterre et l'Italie. Vous trouvez que ce film donne cette image-là ? Oui, et on voit que l'axe central, et en fait, le film mène au-delà du débat politique sur les tréfonds. La partie sur les gilets jaunes a été longuement et très bien traitée. Et en fait, ce qui restera pour les historiens du futur, c'est pas l'européenne, pas les élections européennes, c'est les gilets jaunes. Je parle en technicien. Alors, par contre, pour l'argument structurant du débat entre les deux forces... Vous, moi ou le chaos, vous ne supportez pas cet argument ? Non, c'est pas ça. C'est que le résultat des élections, maintenant, on l'a et il faut l'analyser. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est un foirage total. Alors, c'est un peu contre-intuitif. Je voudrais donner il y a des chiffres très simples. Alors, en ce qui concerne le Front National, il a fait moins qu'aux dernières européennes, quand même. En pourcentage, c'est vrai. En pourcentage, mais pas en nombre d'électeurs. Oui, ça, c'est vrai pour tout le monde. On peut le dire. Mais si on regarde, ce qui est très intéressant, c'est là, on était au niveau du discours des partis, etc., c'est de passer au niveau des catégories socio-démographiques, en fait. Et ce qui est tout à fait caractéristique du Front National, c'est qu'il n'arrive pas à sortir du monde ouvrier.
Par exemple, son score, il y a une catégorie vraiment qu'il faut suivre si on veut comprendre, un peu essayer de lire les cartes dans l'avenir, c'est les professions intermédiaires. Vous savez, techniciens, infirmières, enfin, qui sont en fait l'axe central de la société française. C'est-à-dire, c'est le ralliement des professions intermédiaires qui avait assuré le non-référendum de 2005. C'est le revirement dans un sens plus conformiste qui avait restabilisé le système. Et dans ces catégories-là, le Front National ne bouge pas Donc du vous tout. dites plafond de verre pour le Rassemblement national. En fait, moi, c'est ce que je ressens. En fait, il est un peu plus haut, mais je ne les vois pas du tout avec un grand avenir. Et alors, par contre, quand on regarde le détail du vote pour Macron, on se dit, là, ils ont juste perdu 2%, mais c'est une véritable catastrophe. D'abord, c'est un électorat qui est atteint de ce qui est nommé dans le film Blade Runner, le syndrome de Mathusalem. Vous savez, il y a ce personnage qui vieillit trop vite dans ce film, que tout le monde n'a pas vu, mais qui est un grand classique. On regardera peut-être demain. Et donc, en fait, l'électorat, c'est le résultat de ce qui était très bien analysé dans le film, du choix de la droite, en fait. En plus, avec une droite qui se prend un gamin pour séduire un électorat vieux. François-Xavier Bellamy. Oui, faute stratégique énorme. Et à la louche, l'électorat de Macron en 2017, il y avait un quart de plus de 65 ans. Là, on est à 47%, on est presque à 50%. C'est-à-dire c'est un électorat qui a vieilli. Alors maintenant, si on prend cette catégorie des professions intermédiaires, il avait tout à fait cartonné en 2017. Il était à 27% de la catégorie, c'était au-dessus de son score. Et là, il est tombé à 18%. C'est-à-dire qu'en fait, il est en régression. Donc vous dites donc en fait, c'est inquiétant à la fois pour En Marche, à la fois pour c'est-à-dire, moi, ce que je perçois, d'après les résultats électoraux, c'est que le Front National est reparti dans sa stagnation éternelle. On dit qu'il existe depuis longtemps. Quand même, le rythme de croissance du Front National, je veux dire, quel âge est-ce que j'avais quand il est apparu, etc. Et c'est clair qu'il sera toujours là et qu'il n'aura pas pris le pouvoir quand je mourrai. Hein, voilà. Et quant au macronisme, pour moi, il est déjà en phase de décomposition. Et par contre, ce qu'on voit bien, c'est que, et d'ailleurs, le total des deux partis ne fait toujours pas 45% des voix. Vous regardez les partis italiens ou anglais, le parti du Brexit. J'aimerais avoir le sentiment des autres sur ce que dit Emmanuel Todd. Il y a le propos sur Emmanuel Macron, mais d'abord sur l'extrême droite, sur le Rassemblement national, Jean Viard. Est-ce que vous avez peur, comme le disent tous les stratèges à la fin du film, qu'un jour, l'alternance étant devenue le Rassemblement national, il soit porté au pouvoir? C'est l'hypothèse la plus probable. Je veux dire, l'extrême droite a gagné sur tous les continents sauf en Europe. Non, aux États-Unis, en Inde, en Russie, en Turquie, en quasiment tous les continents. Bon. Donc je veux dire, la vague, elle est comme ça. En Europe, il y a de l'extrême droite qui monte partout. Disons un petit tiers, pas un tiers en réalité. On a dit un tiers, mais c'est un peu moins. Bon. Mais donc ça veut dire effectivement que l'Europe est un continent de la diversité, où la démocratie et les partis démocratiques se défendent, et où les écologistes progressent, notamment à cause des mouvements de la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui a voté écolo. Les jeunes, il y a 30% des jeunes. La jeunesse urbaine. Et ou Front National, puisque le premier électorat, c'est les écolos, le deuxième, c'est le Front National dans la jeunesse. Donc, ils vont de regard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette élection? C'est qu'effectivement, le macronisme a cherché la droite, on va dire, humaniste, pour aller vite. Ouais. On va dire Raffarin-Juppé pour donner des noms. Et ils l'ont gagné, à peu près la moitié de l'électorat. Et de l'autre côté, effectivement, une partie de leur électorat, soit de tendance écolo, soit de tendance gauche, sont un peu repartis chez les à gauche. Vous venez de la gauche, Jean déplacement, tout à fait. Moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas quittés le macronisme. Vous n'avez pas quitté le macronisme. Tout à fait exact dans cette analyse. Parce que ce que disait Emmanuel Todd et ce que d'autres disent, c'est que l'électorat d'Emmanuel Macron a été, entre guillemets, remplacé. Oui, il a été en partie remplacé. Ça s'est joué sur 3-4 points. Il ne faut pas non plus, le monde n'a pas changé. Mais c'est évident que la stratégie, c'était d'un côté de chercher, on va dire, Raffarin et Juppé pour aller vite, et de l'autre côté, c'était de mettre Cohn-Bendit et Canfin, c'est-à-dire de montrer une façade écolo. Il est clair que le macronisme et l'écologie, ça a besoin de preuves d'amour. Il ne suffit pas de faire des discours. Donc, l'absence de preuves d'amour, j'allais dire, fait qu'effectivement, malgré cette stratégie, de ce côté-là, ça n'a pas marché. Moi, j'espère qu'il y aura des preuves d'amour demain. De Macron, demain, ça vous a dit? Sur ces questions écologiques, etc. Dominique Méda, sur la peur d'une arrivée à court, à moyen terme, de l'extrême droite au pouvoir,
Quel est votre regard là-dessus? Moi, je trouve quand même que ça s'étend, malgré tout, et que ça rentre dans la population. Ce que je trouve très inquiétant, c'est par exemple, en effet, le vote des classes populaires. C'est-à-dire que la gauche, il y a une responsabilité monstrueuse, on le sait bien, de la gauche, du gouvernement de François Hollande, qui a fait des politiques économiques absolument absurdes, d'Emmanuel Macron, ce qu'on ne montre pas dans le film. Le film est très tourné vers la com, la stratégie, c'est la stratégie, la avec tactique. les stratèges, en effet. Et donc, il laisse de côté les questions profondément politiques, c'est-à-dire le fait que quand même Macron arrive en faisant une politique de droite, les ordonnances, la suppression de l'ISF, etc., etc. Les gilets jaunes, c'est quand même... On a l'impression d'un gâchis absolument monstrueux, parce que je pense que Hulot l'avait très bien prévenu qu'une transition écologique sans dimension sociale, c'était la catastrophe. Bref, on a l'impression quand même d'une série d'erreurs qui sont faites d'abord par la gauche, ensuite par Macron, et qui nous mettent dans cette situation épouvantable. Et la question que pose ce film, vous dites il est beaucoup axé com et stratégie, mais c'est pourquoi est-ce que les autres partis, et notamment les partis de gauche, n'ont pas réussi à se faire entendre? Non, mais c'est ça la la direction. contestation de cette politique. Mais du coup, il faut revenir bien avant, hein, c'est-à-dire l'ensemble des politiques mises en place par la gauche depuis malheureusement très longtemps. Ce qui fait qu'elle n'est plus légitime aujourd'hui pour contester ce qui fait qu'elle a été cannibalisée, colonisée par le néolibéralisme, qu'elle a fait des politiques quand même de droite, je veux dire, la loi El Khomri et toutes ces choses-là, le CICE, et l'absence de considération, en effet, l'absence même, je dirais, de connaissance des classes populaires, de la manière dont les gens vivent. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez certainement lu la BD de Vincent Jarousseau, qui nous montre, en effet, la vie des vrais gens dans le Nord. Je pense, je ne suis pas du tout anti-élite et je ne veux pas du tout nourrir ce genre de discours, mais on a l'impression quand même que nos dirigeants ne savent pas comment vivent les gens, n'ont aucune empathie et ne savent pas mettre en place les politiques nécessaires. Parce que, oui, Dominique Méda, après une crise sociale comme on a connu avec les Gilets jaunes, c'est quand même incroyable de voir la gauche à un niveau aussi bas, notamment par exemple la France insoumise, seulement à 6%. On pourrait... Intuitivement, on aurait pu se dire que la gauche allait réussir à être le porte-voix ou en tout cas à progresser après une telle crise sociale. Vous, ça doit vous interroger quand même, oui, cet mais écart. on voit bien, enfin, c'est intéressant, la France insoumise dans l'escalier, avec le type qui dit, mais attendez, moi, j'y crois plus, quoi. C'est-à-dire, on a en effet un tas de gens qui, depuis des années, ne croient même plus au discours politique, d'où qu'ils viennent, et notamment pas de la gauche, tellement la gauche a trahi. Donc, c'est ça aussi ce que nous dit ce Emmanuel Todd, ce puis film. Jean-Viard. Oui, il y a quand même une sorte de non-dit de la situation, y compris chez les Gilets jaunes. C'est qu'on a des règles européennes, des traités, des principes de libre-échange. C'est ce que Trump est en train de remettre en question aux États-Unis. On a l'euro, avec des règles de déficit budgétaire, et c'est que la réalité du pouvoir français, du gouvernement français, du pouvoir qui existe, ou des partis qui veulent prendre le pouvoir, c'est que dans le cadre de ces règles, ils ne peuvent rien changer, en fait, en termes d'orientation économique réelle de l'économie française. Ils ne peuvent pas empêcher la destruction de l'industrie, ils ne peuvent pas empêcher la dégradation des conditions de vie. Donc, la vérité, quand même... Pour vous, il faut quitter les traités et quitter l'Union européenne. Non, moi, je ne milite plus pour rien. Je veux dire, simplement, c'est pour essayer de comprendre la confusion les marges de manœuvre de la situation politique. Et qu'en fait, il faut comprendre que chaque élection, que ce soit une élection européenne ou une élection présidentielle, en France et dans les autres pays de la zone euro, sauf en Allemagne, qui est maître du jeu, les élections sont une comédie. C'est-à-dire que les partis doivent apparaître différents, ils doivent dire des choses, ils doivent se différencier, mais au bout du bout, on sait qu'ils n'ont aucune capacité d'action. Et donc moi, en tant que... J'étais en train de me demander si de commentateur politique, j'étais pas en train de devenir commentateur théâtral. Vous voyez, donc alors Sarkozy invente, le Karcher, Hollande raconte que son ennemi, c'est la banque, les riches, ou je ne sais plus. Macron, c'est la jeunesse. Mais chaque fois, quand on dit les élections sont une comédie, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une comédie, et les Européens, je crois que les Européens, ou les Européistes, je ne sais plus comment appeler ça, vivent avec une idée fausse de leur rapport propre à la démocratie, avec un élément de fausse conscience. C'est-à-dire qu'ils se pensent comme des démocrates libéraux qui se battent contre une extrême droite menaçante, alors qu'en vérité, l'intégration dans la zone euro
à liquider la souveraineté monétaire, donc le principe de souveraineté populaire, donc la démocratie. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que les européistes ne savent pas qu'ils sont des fascistes. Alors, les européistes ne savent pas qu'ils sont des fascistes, Emmanuel Todt, vous allez tous réagir évidemment. Non, mais moi j'aime bien me faire traiter de fasciste, c'est pas habituel. Oui, ça mais fait toujours du je bien. suis extrêmement européen parce que je pense qu'on est face à des trusts mondiaux qui ont des tailles telles qu'il faut des puissances pour faire contrepoids et que l'Europe peut être contrepoids. Donc c'est clair, et c'est pour ça que je suis absolument pas d'accord avec cette Les analyse. États-Unis, Prenons les la GAFA, Chine, par exemple. Prenons les que GAFA, les GAFA. Effectivement, devant des monstres aussi puissants, et la révolution numérique les renforce, la financiarisation internationale, il faut des contrepoids puissants. Pour ça, moi, je suis pour l'Europe puissance, complètement. Pas pour la fin des nations, pour l'Europe puissance. La deuxième chose, les Gilets jaunes, ne caricaturons pas. C'est pas du tout l'électorat de Mélenchon. Les Gilets jaunes, c'est les gens de peu, pour le dire comme ça. D'ailleurs, c'est un mouvement essentiellement périurbain. Qu'on a le même aux États-Unis, le même en Angleterre. Ces gens-là, ils ont voté pour le Brexit, ils ont voté pour la Catalogne indépendante et pas les gens de Barcelone. Ils ont voté pour Trump. C'est qui? C'est tous les petits métiers que créent nos sociétés. Des chauffeurs, des infirmiers, des gens qui mettent les trucs dans les supermarchés. Tous ces métiers-là, qui sont des métiers où il n'y a pas de hausse de productivité, il n'y a pas de sentiment de classe, il n'y a pas le sentiment qu'on peut gagner parce qu'ils ne revendent pas d'augmentation de salaire. Ils demandent une baisse des taxes. Alors que dans les mouvements ouvriers traditionnels, l'ennemi, c'est le patron. C'est une période dépassée. Donc c'est ces gens de peu, du périurbain, souvent propriétaires, ne rêvons pas, qui ont cru qu'ils étaient en promotion sociale par rapport à leurs parents. Souvent, leurs parents habitaient en HLM. Souvent, leurs parents étaient italiens, arméniens, etc. C'est des familles qui montaient. Et d'un coup, ils ne montent plus. Ouais. Et d'un coup, ils voient des gens comme nous qui avons l'air de vivre très bien et nous vivons très bien. Nous vivons très bien, et nos enfants aussi, et pas eux. Et là, comment on remet en mouvement ces gens de peu, et qui sont autant sidunati, j'allais dire, que CGT, que autre chose. Ils ont des mauvaises pensées, souvent. On l'a vu faire des choses horribles, vulgaires, attaquer tel intellectuel parce qu'il était juif, attaquer Madame Schiappa en allant taper à sa porte, des choses qui relèvent de l'extrême droite la plus totalitaire. Mais on peut pas dire tous les gilets jaunes. Donc faisons attention, ne caricaturons pas. Ils sont en train de s'inventer du politique. Dernière chose, endroits où ils ont été très actifs, les endroits où ils ont été très actifs, on a un peu plus voté. Donc ils ont aussi réappris à créer du politique. Ce qui peut expliquer aussi la forte participation, mais je vous poserai la question tout à l'heure. Marion Van Rentergem, sur ce que disait oui, je suis ravie d'apprendre par Emmanuel Todt que je suis une fasciste, parce que je corresponds absolument à la définition que vous avez faite des européistes, démocrates, libéraux. Donc je suis une fasciste selon Emmanuel Todt, je suis ravie de l'apprendre. Je rappelle quand même que je ne vois pas en quoi l'Union européenne a empêché Emmanuel Macron, ou n'importe quel président français d'ailleurs, de faire la politique qu'il voulait, par exemple d'appliquer les 35 heures, de faire de la dépense publique, de faire la dépense publique la plus élevée, toujours d'ailleurs de l'Union européenne, de faire les transferts de richesses les plus élevés de l'Union européenne. Et ces fameux 3% de déficit budgétaire qu'on ne doit pas dépasser selon les traités. Les traités prévoient aussi qu'en cas d'urgence, on peut les dépasser. C'est écrit dans le marbre. On n'a pas cessé, nous les Français d'ailleurs, de les dépasser allègrement. Et en plus, c'est une idée française. C'est une idée de la Commission de l'or, ces fameux 3% de déficit. Donc, et je ne vois pas en quoi c'est une obligation. On a passé notre temps à jouer avec et ça ne paralyse personne. Et j'ajouterais que ces 3% qui sont gravés dans les traités européens sont appliqués sans être dans des traités par des pays tout à fait hors de l'Union européenne. Par exemple, les États-Unis, en tout cas sous Obama, parce que maintenant Trump fait absolument ce qu'il veut, mais Obama s'était fixé comme règle environ justement ces 3% maximum de déficit public. Pourquoi ? Pour que la dette ne pèse pas et ne soit pas la deuxième, c'est quasiment le deuxième budget de la France, c'est le remboursement de la dette, c'est ce qui pèse sur nos enfants, etc. Donc c'est pas totalement absurde ces 3%. Encore une fois, on peut les dépasser et ce n'est pas absurde, c'est une manière d'avoir une économie à peu près viable et notamment de laisser la France en bon état aux générations suivantes. Et vous dites-vous, on en parlait sur ce plateau il y a quelques semaines, arrêtons de taper sur l'Europe. L'Europe, c'est la France plus l'Allemagne plus tous les pays de l'Union européenne. Et c'est du compromis. Mais ça, Emmanuel Todt n'aime pas trop les compromis. Dominique Méda. Non, mais je voulais aller un peu dans le même sens, c'est-à-dire que... Dans le même sens que qui ? Dans le même sens que... Marion Van Rentergem. Absolument. C'est-à-dire qu'on est dans des... Bien sûr, l'Europe nous impose des contraintes. Parmi les contraintes, il y a aussi quand même la trajectoire assez isolée qu'a prise l'Allemagne. L'Allemagne qui démarre en 2003, qui fait ses réformes Schröder, qui fait de la modération salariale et qui, du coup, développe considérablement ses exportations et puis nous laisse, nous, un peu sur le bord du chemin. Donc, il y a bien des contraintes. Mais en même temps, on pouvait faire des politiques radicalement différentes. Je veux dire, Hollande et Macron pouvaient faire des politiques différentes. On n'était pas obligé de faire le CICE, on n'était pas
on pouvait le faire autrement, on pouvait obliger à de la création d'emplois, on pouvait mettre 10 milliards ailleurs. Et sur les 3%, c'est ce qu'on raconte dans notre bouquin. Il y a maintenant des coalitions d'économistes, y compris allemands, qui sont tout à fait d'accord pour qu'on bouge ça, pour qu'on sorte tout ce qui concerne les investissements dans la transition écologique, du calcul, du déficit public, etc. Donc on peut avancer. Donc oui, il y a de la contrainte, mais on peut considérablement la changer, cette Europe, et on peut faire des choses malgré l'Europe. On l'a vu dans le film. Emmanuel Todd, juste pour répondre rapidement à ce qui vient d'être dit. Oui, je voudrais dire que les arguments sur on a le droit de faire des choses sont assez typiques, je dirais, d'une conception bureaucratique de l'économie qui est très française. Par contre, des ajustements à la marge sur des problèmes fiscaux, etc. Moi, j'avais évoqué très précisément l'incapacité de sortir du régime de libre-échange, ce que font les Américains pour remédier à la crise interne de la société américaine, et puis sortir de l'euro. Parce que les vrais instruments, je dirais, de l'autonomie économique, ça n'est pas de passer de 3 à 3,5% du déficit. C'est la possibilité de protéger une industrie considérée comme stratégique, la possibilité de décider tout seul sans demander l'autorisation à l'Allemagne. C'est la capacité de flexibilité monétaire qui permet de résoudre des conflits internes à la société, une société comme la société française qui a beaucoup de mal dans les négociations salariales. Mais comment vous et qu'en fait, on est privé de notre... Aucun des grands partis aujourd'hui. Et alors là, j'admets, et je l'avais fait remarquer à l'époque des Gilets jaunes, c'est un vrai mystère. En fait, je travaille là-dessus, à éclaircir, et je n'ai pas encore trouvé la solution. L'une des choses frappantes, c'est, en gros, économiquement, l'euro, pour un pays comme la France, est un échec total. Les économistes américains sont d'accord. Un institut allemand a montré que les deux pays les Allemands admettent que les deux pays qui ont le plus perdu, c'est la France et l'Italie. Et plus l'échec est avéré, plus l'opposition à l'euro est faible. Donc maintenant, même le Front National n'est plus dans. Oui, c'est ça. Comment vous expliquez ça, Emmanuel Todd? Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire que Marine Le Pen, en 2014, elle était pour la sortie de l'euro. Au lendemain du Brexit, elle défend le Frexit. Et là, elle a radicalement J'irai plus loin. Jean-Viard. Si vous voulez, la signature. Jean-Viard, s'il vous plaît. Moi, je veux juste dire que c'est peut-être tout simplement parce que l'analyse de notre ami est fausse. Et qu'effectivement, les Européens sont de plus en plus attachés à l'Europe. Ils ont de plus en plus voté. L'idée d'Europe est plus positive qu'il y a 15 ans. Ça n'a pas de quoi renverser les murs, mais quand même. Et effectivement, plus personne ne revendique de sortir de l'euro. Quelque part, l'Europe se construit. Je veux dire, on a des discours de panique toute la journée, comme si l'Europe n'avançait pas. C'est faux. Et je veux dire, les discours économiques là, les économistes américains, c'est vrai, j'ai entendu Bannon et d'autres, mais c'est pas mes références. Je veux dire, je dis pas que tout va bien. Non, mais faire comme si tout s'effondrait, c'est quand même absolument catastrophique, quoi. Arrêtez de tout fasciser pour le coup. De l'autre côté, moi je pensais au livre d'Ashoka Modi, cet économiste indien qui est aux États-Unis, et Dominique, The Euro Tragedy. Pas Bannon, mais un économiste indien qui est aux États-Unis. Dominique Ménard. Et après, j'aimerais vraiment caché au public français. J'aimerais qu'après on parle, que vous en parlez tous des Gilets jaunes, et c'est aussi l'un des aspects très intéressants du film. Très rapidement, juste d'un mot, c'est pas l'Europe qui pourrait nous empêcher. Enfin, on peut très bien faire un très grand plan de relance de l'investissement de 20 milliards par an dans le cadre européen aujourd'hui. Nous n'avons pas les mains liées. Pour relancer l'activité, c'est d'ailleurs ça qu'il faudrait faire. Voilà. L'Europe ne nous en empêche pas. La France n'a pas suivi la politique d'austérité de beaucoup de pays en Europe pendant la crise financière. Camille Girard, l'un des actes de ce film s'appelle La colère qui vient, consacré à la crise des Gilets jaunes qui est venue percuter cette campagne et dont on a cru qu'elle pourrait perturber le match annoncé Macron-Le Pen à un moment donné. Oui, exactement. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est un stratège, Stéphane Séjourné, qui est le directeur de la campagne de La République En Marche, mais qui, au moment de la crise des Gilets jaunes, est encore conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Et il nous a expliqué à quel point, en fait, il n'avait pas vu arriver cette crise. On peut peut-être le réécouter. Avec plaisir. Mais ça ne vaut pas le coup d'aller travailler quand on a sorti la nourrice et l'essence. Comprenez que les Français ont envie de rester chez eux. Alors, je vais expliquer. En toute honnêteté, je ne vois pas du tout arriver le mouvement des Gilets jaunes. Je perçois la colère des gens, mais on n'imagine pas 2 minutes l'ampleur que ça peut prendre.
Je ne vois pas du tout arriver le mouvement des Gilets jaunes. Elle est assez saisissante, cette phrase, Jean Viard, de la part d'un conseiller de l'Élysée. Oui, c'est vrai, mais honnêtement, personne ne l'avait vu. Je veux dire, après que la Macronie ne soit pas le roi de la pensée territoriale, je le répète vous l'avez dit tous les jours, donc je ne vais pas changer d'avis en prouvant de la qu'ils ont été pensée géniaux. sociale. C'est pas du tout leur tasse de thé, et je pense que le mouvement des Gilets jaunes les aura obligés à se poser des questions territoriales et à regarder la société comme ça. Parce qu'on ne peut pas regarder la société qu'avec des statistiques. On dit 40% des ouvriers ont voté Front National. Pourtant, vous les aimez bien, les statistiques. Mais oui, mais pas une, parce que l'autre, c'est que l'ouvrier qui a plus de 20 km d'une gare vote beaucoup plus Front National que celui qui habite en centre-ville, parce qu'il n'y en a pas, c'est trop cher. Mais disons dans les quartiers urbains. Donc, il faut faire attention à cette vision des choses. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose simple. Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé l'autre jour de Boris Cyrulnik, qui disait, c'était d'ailleurs pas sur votre plateau, il disait la paix renforce les inégalités. C'était sur notre plateau, je crois. C'était sur votre plateau. Et c'était sur votre plateau. Et 70 ans de paix on crée une situation où les élites se sont enracinées dans les positions et les autres, on leur dit, fais des études, monte mon gars, et quand le mec il arrive, la place elle est déjà occupée. Et donc ce sentiment-là qu'on donne dans notre société donne un désir révolutionnaire puissant, y compris un désir de guerre, parce que n'oublions pas que les budgets militaires n'arrêtent pas d'augmenter, et qu'y compris les gens commencent à se demander s'il n'y a pas des bruits de bottes. Donc soyons très prudents. Et donc à un moment, la question c'est comment on fait la révolution, comment on casse tout sans tout casser, et sans tuer personne. Alors les Gilets jaunes, il y a eu 11 morts, faut pas les oublier, c'était effectivement pas les policiers qui ont tué, c'est des accidents, enfin c'est quand même 11 victimes, sans compter une bonne dizaine, plusieurs dizaines de blessés graves, donc qu'il faut mettre dans le débat, dont un certain nombre de policiers, mais surtout des pas policiers. Et donc si vous voulez, il y a un désir profond de bousculer ces sociétés. Profond. Parce qu'effectivement, ceux qui sont en haut restent en haut, les autres n'avancent pas. On sait très bien que le taux de chômage d'un gamin qui a un niveau de bac, en gros, il faut toujours rappeler les fondamentaux, mais un type qui a bac plus 4, il a un taux de chômage entre 2 et 4%, et un type qui n'a pas le bac, il a un taux de chômage qui doit être 18%. Et le type qui n'a pas de bac et qui en plus a une couleur de peau un peu sombre, il va monter à 20 ou 25%. Et plus s'il habite certains quartiers. Donc cette société de profonde inégalité, à un moment, elle accumule les revendications. Ils ne sont pas solidarisés. Les gens des banlieues qui sont les plus pauvres ne sont pas avec les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'est le mouvement des petits blancs. Excusez-moi, on n'a pas vu beaucoup de gens de couleur sur les ronds-points. Donc c'est des mouvements fracturés, la société est fracturée, mais elle a un désir de transformation radicale. Quelque part, c'est ça qui a porté Macron au pouvoir. Macron, c'est un populisme. Il y a trois populismes. Un populisme de droite, un populisme de gauche et un populisme, j'allais dire, démocratique. Ce sont des formes démocratiques. Mais c'est un forme Vous assumez le fait que Macron soit une version du populisme. Mais lui, il assume très tranquillement. Enfin, excusez-moi, j'en ai parlé avec lui, donc il dit, bien sûr, pourquoi? Mais parce qu'on doit... Il n'est jamais venu à la télé dire je suis un populiste. Non, mais pas un populiste comme ça. Mais quand je dis démocratique, je dis le mot. Méthodes populistes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand avec 100 copains, on prend le pouvoir, c'est bien qu'on utilise des méthodes de communication, etc. Parce que la société a une aspiration au renouvellement. C'est pas lui qui a créé cette aspiration, c'est la société. C'est une forme de réponse, parmi d'autres. Marion Van Antergem. Non, ce que je trouvais très intéressant dans le résultat justement qu'on a vu des élections européennes, c'est qu'il y a en effet une force qui a fait son apparition, qui est la force écologiste, en grand nombre au Parlement, et puis il y a cette autre force nationale populiste. Et c'est intéressant parce que vraiment on est au cœur de la contradiction de notre époque, c'est-à-dire tout le monde est écologiste, enfin de plus en plus, pas assez, mais en tout cas de plus en plus parce qu'on a conscience que l'urgence est là, et en même temps les Gilets jaunes, ils protestent sur quoi? Ils protestent contre une mesure écologique, contre la hausse de la taxe carbone qui était une mesure écologique. Et justement, je pense que là, on est vraiment au point de friction. Un dirigeant, il doit faire avec ces deux forces contradictoires, c'est que tout le monde, et résumé d'ailleurs par cette phrase géniale d'un gilet jaune qui avait dit vous me parlez de la fin du monde, moi je vous parle de ma fin du mois. Ce qui est une formule absolument géniale qui résume la contradiction dans laquelle on est. Dominique Méda, pas opposer fin du monde et fin du mois, c'est tout le sens de ce que vous proposez aujourd'hui. Oui, mais j'ai quand même avant tout une question à Jean Viard qui conseille Macron. Comment se fait-il? Non, faut pas exagérer non plus. Non, mais d'accord. En tout cas, vous parlez avec lui. Tout ce que vous décrivez, voilà, vous avez bien compris. Mais enfin, comment se fait-il justement à ce moment-là que Macron ne comprenne pas tout ça? Cette manière de répéter perpétuellement, je ne changerai pas de cap, etc. D'ailleurs, Hollande faisait déjà pareil. Mais qui est exaspérante pour les gens. Parce que vous dites, les gens ont envie de se révolter, ils ont envie que ça change. Mais alors, comment se fait-il que là-haut, personne ne comprenne rien? Comment se fait-il que Émélien et Amiel écrivent un bouquin d'une vacuité stupéfiante? Du président. Le progrès ne tombe pas du ciel, mais c'est effrayant. J'ai eu à le chroniquer, mais j'étais... On m'a raconté une anecdote extraordinaire sur un conseiller du président. Complétée par non, mais j'étais absolument désespérée. Je ne sais pas qui c'est, donc je me demandais, est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est celui-là? Je vais vous dire, peut-être. Et rapporté par une personne fiable, que je ne peux pas dénoncer, et l'un de ses conseillers avait dit, les Gilets jaunes, ce qui nous a étonnés, c'est qu'ils étaient intelligents. Non mais vous imaginez le mépris de classe.
Alors, moi, je suis. Alors, Non mais, Jean, le- non mais Jean, moi j'ai cette question. Comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans Réponse le pays? de Jean Viard, macroniste critique, donc je le rappelle. Non, mais c'est pas entièrement faux. Je veux dire, moi je pense justement que les Gilets jaunes sont la chance de Macron. Je le dis souvent comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement la Macronie avait des aspects extrêmement de vouloir transformer, mais qu'effectivement il lui manquait beaucoup de choses, notamment effectivement une perception sociale et territoriale. Et je pense qu'effectivement, si Macron doit durer, c'est parce que les Gilets jaunes l'ont bousculé. Oui, mais On il n'a verra. pas compris. Il n'a Non, pas mais compris je ce pense mouvement. Je pense que oui, mais je pense que pour qu'un certain nombre de mesures se mettent en place, ça prendra du temps. Mais dans 2 ans, peut-être on en discutera et je te donnerai raison, je veux dire. Mais Jean-Pierre, c'est est-ce pas que le vous en sentiment êtes que j'ai. sûr Voilà, mais pour l'instant, je t'ai dit tout à l'heure, ça manque de preuves d'amour. Camille. Mais Jean Viard, est-ce que vous en êtes sûr que la crise des Gilets jaunes l'a vraiment fait bouger? Parce que ce qu'on voit notamment, et ce qu'on montre dans le film, c'est qu'il s'en sort bien de toute cette passe parce qu'à un moment, il arrive à incarner l'ordre et donc à séduire, on en a parlé, cet électorat de droite. Il Bien entendu. s'en sort pas forcément électoralement parce qu'il aurait eu un discours Non, mais très d'abord, social. je ne suis Donc, pas son porte-parole. Donc, je veux dire, c'est vrai que là, vous c'est quand êtes, même pas moi qui décide, c'est lui. En plus, bon voilà. Donc voilà, je suis un intellectuel, même s'il m'arrive de parler avec lui. Mais Bien, donc, soyons pour quand même résumer, précis. Jean Viard, êtes-vous Mais- bien sûr qu'il a saisi cet aspect social de la crise des Gilets il jaunes n'en est et que pas ça sûr, mais il évolue? espère que J'en dans suis 2 quand ans, même ce sera assez le sûr. cas. Je pense que, vous suis savez, sûre que non. la façon dont ils ont tenté d'orienter leur liste aux européennes, notamment en mettant Pascal Canfin, en mettant Cohn-Bendit, etc., dans leur tête, c'était une partie, une réponse, notamment au mouvement de la jeunesse. Parler Donc, à la c'est pour gauche ça- via l'écologie. Quoi. Donc je dis effectivement, je dis pas attendez, vous verrez bien, je suis pas là pour vendre de rien du tout, mais c'est ma profonde conviction. Vous dites des preuves d'amour, des preuves d'amour, des preuves Les d'amour. preuves d'amour, c'est indispensable. Emmanuel Todd, avant de parler écologie, justement. Oui, moi j'ai l'impression qu'on sous-estime un peu la gravité de la situation et l'ouverture en fait de l'avenir. C'est-à-dire que, alors d'abord les Gilets jaunes, alors d'abord sur le plan ponctuel, dans l'affrontement, ils ont gagné puisqu'ils ont fait plier Macron. C'est un mouvement qui, par beaucoup de côtés, par sa spontanéité, etc., par son style, quoique localisé autrement, m'a rappelé, je vais faire le super ancien là, Allez-y. mai 68. Mai 68 a été suivi d'une défaite électorale radicale aux élections de juin 68, dont je me souviens très bien, puisque j'avais fait la campagne du PC à l'époque. Vous avez fait la campagne du PC en 68. Ah ouais, j'étais en terminale, hein, quand même. Et donc, oui, hein, je suis un des gens qui sont vraiment vieux. Hein. Bon, Vous ne les faites mais ensuite, la suite de l'histoire a été finalement la victoire des idéaux de 68. Et moi, il me semble qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, on est confronté à une sorte de basculement idéologique de ce type, un peu plus compliqué parce que ça se passe dans des strates, je dirais, plus populaires, effectivement, et c'est pas au niveau estudiantin, des choses comme ça. C'est suivi d'une reprise en main politique, etc. Mais je pense qu'on est simplement au début. Et l'effritement... Et pourquoi vous dites qu'on ne se rend pas compte Parce que du désastre l'effritement, à les gens venir ne voient pas. Je veux dire, le Front National ne progresse pas. Je dirais, le vote macroniste s'effrite, se concentre et est atteint du syndrome de Mathusalem. Soit dit, vu l'âge moyen du corps électoral, peut-être on peut gagner simplement en scotchant les vieux, mais ce qui arrive aux retraites n'est pas de bon augure, en fait. Même Et si en on- vérité, même si on- la masse centrale est en cours de fin d'atomisation. Mais elle va bien aller quelque part. Là, cette pour masse ça, centrale. j'étais d'accord avec ce que disait Elle va bien Viard aller sur quelque part, cette Comment masse centrale. Ça Eh bien, commence à justement, m'inquiéter c'est-à-dire qu'en sérieusement, fait, le paysage qui se dessine est un paysage où quelque chose d'autre pourrait apparaître très soudainement, très vite, et ce quelque chose ne serait pas du tout Macron. Macron n'est peut-être... Mais il ne serait ni phase- Macron ni Marine Le Pen. Bien sûr. Là, il y a l'espace. Je veux dire, il y a l'espace puisque l'électorat n'a pas été polarisé et que maintenant, comme dans une bonne recette de cuisine, Eh ben, les la écolos- société les a écolos été arrivent, justement. moulue Alors- assez fin pour qu'on puisse faire la tarte. Rapidement, mais Camille. Allez-y. Emmanuel Todd, vous parlez de la crise des Gilets jaunes, mais quand on regarde, apparemment, d'après les sondeurs, les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont voté dans ces élections européennes? Alors, je n'ai pas une obsession avec le Rassemblement national, mais 43% des gens qui se sentent Gilets jaunes ont voté Rassemblement Oui, national. mais ce qui est très intéressant, évidemment, il y a forcément des phénomènes de superposition de classes. Moi, je travaille sur la géographie du mouvement des Gilets jaunes, qui est quelque chose d'assez complexe. Mais en vérité, ce qui s'est joué dans cette crise, le Front National, et c'était très bien rappelé, a fait une campagne spécialement dégueulasse sur l'immigration, la xénophobie. Il est revenu sur ses fondamentaux. Hein, c'était très très clair et très très bien montré. Mais le mouvement des Gilets jaunes, malgré les gens
qui les accusent d'homophobie, d'antisémitisme, sont des cas tout à fait marginaux, sont en fait le retour du principe de lutte des classes, en fait. Ce qui intéressait, on n'a pas vu de mouvement collectif des Gilets jaunes. On n'a vu aucun mouvement collectif des Gilets jaunes pour dénoncer l'antisémitisme, l'homophobie et le racisme qui sont manifestés dans ces mouvements. J'essayais d'expliquer un mécanisme historique. Terminé, je vous laisse la parole. Le Front National exprime une logique de fausse conscience xénophobe, de gens opprimés, populaires, etc. Le mouvement des Gilets jaunes exprime un retour au principe de lutte des classes. Donc même s'il y a des superpositions à un moment donné, dans les catégories touchées, il doit y avoir superposition, mais c'est qu'en fait, il y a un affrontement entre les principes de lutte qu'exprimaient les Gilets jaunes et ce qu'exprime le Front National. À terme, dans la durée de l'histoire, le mouvement des Gilets jaunes est une menace pour le Front National. Marion Van Rentergem, puis Jean-Viard. Non, enfin, ça vous a fait réagir, donc je trouve ça. Non, j'ai réagi sur autre chose qui est passé maintenant, mais je confirme. Je trouve aussi que c'est vrai qu'il y a une renaissance de la lutte des classes à travers eux. Ce qui manque à ce mouvement, non, je réagissais au fait que l'antisémitisme et le racisme n'étaient pas marginaux dans le mouvement, ou en tout cas personne n'a fait de mea culpa collectif vis-à-vis des incidents qui ont eu lieu de ce point de vue. Le problème, c'est dans un mouvement sans leader. Le problème, c'est vrai qu'il y a eu une question de classe et il n'y a absolument pas à négliger. Encore une fois, l'étincelle, le point de départ du mouvement des Gilets jaunes est tout à fait légitime. Il y a un problème de pouvoir d'achat des gens qui travaillent et c'est absolument anormal. Donc ils avaient raison au départ. Maintenant, les revendications des Gilets jaunes étaient allées dans tous les sens. D'ailleurs, on a bien vu qu'ils étaient incapables de s'unir, d'avoir un leader commun, etc. Et ça me fait penser un peu à tous ces référendums, notamment celui sur le Brexit, où les gens savent très bien à quoi ils disent non. C'était intéressant dans le Brexit, la formulation des questions du référendum, c'était « leave » ou « remain ». Et c'est déjà perdu pour le Remain, parce que leave, ça veut dire je veux ailleurs, je vais sur mon île déserte, je vais quitter cette réalité embourbée. Ma condition est forcément mauvaise, on n'est jamais content de ce qu'on a. Et leave, on s'en va, et Remain, on reste dans sa bouillasse. Donc on sait toujours à quoi on dit non, ça tout le monde est toujours d'accord pour dire non. Oui. Le problème, et on le voit avec le Brexit, ils sont incapables de trouver une solution parce que personne ne savait ce que le Brexit voulait dire, personne ne savait ce que ça voulait dire de sortir de l'Union européenne, est-ce qu'on sortait du marché commun, est-ce qu'on y restait, est-ce qu'on prenait tous les avantages. Donc dire non, c'est très facile, dire oui, c'est beaucoup plus compliqué. La réponse de Jean-Viard et Emmanuel Todd, puis on parlera écologie avec Dominique Méda, c'est promis. Oui, mais moi simplement, je crois qu'on n'est plus vraiment on ne peut pas dire lutte de classe contre quelle classe elle se bat. Il y avait une lutte de classe dans les sociétés industrielles entre le capital et le travail, pour aller très vite. On voyait très bien, on se battait contre les patrons pour avoir des revenus supérieurs. C'est pas du tout le cas des Gilets jaunes, ils se battent contre l'État et contre les élites. Et effectivement, ils veulent moins de taxes, ils veulent etc. Mais ils s'adressent pas aux patrons, c'est pas leur enjeu parce que ce sont des gens qui travaillent dans des petites entreprises, c'est pas du tout le modèle des classes est plaqué là-dessus. Je pense qu'on est sorti de ça. On est dans une société d'individus, c'est une lutte des voisins. Les gens se sont organisés par territoire et derrière chaque rond-point, il y a un cercle numérique Facebook. Faisons attention, on ne voit qu'une partie de la lutte. Mais elle est d'abord locale. Ce sont des gens qui sont à côté. Il y a des petits patrons, il y a des salariés qui, à la limite, pourraient être en contradiction sur un certain nombre de sujets. Et donc, c'est pas vraiment une lutte des classes, c'est une nouvelle forme d'expression politique par le territoire, comme, au fond, partout, les territoires reconstituent de la politique et pas les classes sociales. On n'a pas toute la nuit, on va donc passer à un autre enseignement. Comment est-ce qu'on peut dire ça d'un mouvement qui a bouleversé l'ensemble du pays, l'accuser de localisme? Emmanuel Todd. Je l'accuse pas, j'ai dit comment il s'est organisé, c'est pas la peine de te mettre à crier comme d'habitude. Allez, c'est simplement restons calmes. On reste calme, Dominique Méda, et on parle de notre enseignement du scrutin qui vous a fait sourire dimanche soir. Ça fait du bien, non? Ça a été l'une des surprises du scrutin. La participation a été une surprise. Le score famélique de la droite a été une autre surprise pour les observateurs. Et la percée des écolos a effectivement été une surprise. On va juste se remettre les scores. Rassemblement national, 23,31%. La République en marche, 22,41%. Et troisième parti, on avait une animation mais qui ne vient pas. Troisième parti, Europe Écologie Les Verts, 13,4%. Loin, très loin devant Dominique Méda. Les autres partis de gauche, France Insoumise et PS, Place Publique. Est-ce que vous diriez, d'abord, il y a l'engagement de la jeunesse. Qui a voté massivement écologie, mais on en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que vous diriez que l'écologie est en train de devenir le nouveau centre de gravité de la gauche, qui remplace
la social-démocratie. Oui, vous avez dit tout à l'heure que j'avais fait une petite conversion écologique. Non, j'ai soutenu Benoît Hamon en 2017, précisément parce qu'il articulait très bien, et d'ailleurs Yannick Jadot était là, parce qu'il articulait la question écologique et la question sociale, et je trouvais qu'en effet, il était en train de faire prendre un énorme virage au PS, qui n'était pas fondamentalement intéressé par ces questions-là avant, en tout cas qu'il ne les avait pas mises centralement dans son programme. Donc, est-ce que c'est un feu de paille ce qui s'est passé dimanche soir? Ah non, mais je ne pense pas nécessairement, ça ne peut pas être un feu de paille. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont maintenant les différents partis vont incorporer l'écologie dans leur programme. C'est-à-dire que tout le monde, on l'a vu d'ailleurs pendant la campagne, tout le monde disait mais oui, il faut changer nos modes de production et de consommation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Même Marine Le Pen le disait. Donc on va avoir maintenant, on a 50 nuances de vert. Ouais. Donc maintenant, comment vont faire les partis? On va avoir le côté terroir chez Marine Le Pen, on va avoir et moi, je pense, dit Marine Le Pen. Voilà, je pense que c'est pas mal du tout que l'écologie ait pris cette place et qu'il faut que maintenant, en effet, qu'il y ait un nouveau rassemblement. Alors, on appelle ça souvent écosocialisme ou social-écologie, et que ça devrait devenir... C'est l'écologie qui était une force d'appoint du socialisme. Oui, mais c'est en train de changer. Mais voilà, et je pense que ça devrait devenir la nouvelle colonne vertébrale d'un grand programme, d'une grande coalition. Et là, je pense que si on est malin, que ça peut être une voie d'avenir intéressante et que ça peut permettre de désamorcer quand même ce que nous propose Marine Le Pen. Parce que, pardon de dire ça, mais c'est facile ce qu'elle fait. Je veux dire, on est un petit peu xénophobe, on fait un peu de souverainisme, on est nationaliste. Le nationalisme, c'est assez facile de surfer là-dessus. Et sur la colère des gens. Donc voilà, il faut absolument qu'avec un programme social-écologique fort, avec une forte dimension sociale, parce que sinon les gens ne viendront pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, fin de mois, voilà. Mais c'est tout à fait possible. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur comment on articule la question écologique et sociale. Et là, je pense que c'est la voie d'avenir. Jean Viard. Moi, je suis d'accord sur le fait que le progrès des écolos est une bonne nouvelle. Je rappelle que Cohn-Bendit avait fait 19%. Donc le non, il avait fait 16%. 16% en 2009. Voilà, mais c'est pour dire qu'on sait que les élections européennes. Mais ça va dans la bonne direction, je suis absolument d'accord. Avec un PS qui était à 15 à l'époque. La question sur laquelle je suis moins sûr, c'est si son succès vient en partie du fait qu'il se colle moins à gauche. Et qu'effectivement, d'ailleurs, comme les écolos allemands, etc. Et Jadot a d'ailleurs dit, je suis un libéral. Alors après, il a dit, j'avais dit une connerie, donc je ne veux pas le lui contester. Non, mais je veux dire, ça joue. Il ne faut pas forcément penser l'écologie dans la gauche au sens où l'entend Dominique. Je pense qu'ils ont justement pris une autonomie sur la ligne droite-gauche, en partie. Et pour vous, c'est pour ça qu'ils ont fait un score dimanche. En partie, parce qu'effectivement, l'enjeu central, c'est l'enjeu écologique. Et la question, c'est comment tout le monde s'y met. Et c'est pas forcément en le collant à gauche qu'on le mettra au centre du débat public. C'est la seule remarque que je voulais faire. Emmanuel Todt, cette jeunesse qui se réveille, qui va voter majoritairement écolo, alors en 2 rassemblements nationaux, mais écolo en 1, est-ce que c'est rafraîchissant pour la démocratie ou pas? Honnêtement, bon, la question écologique, le climat, sont des choses tout à fait fondamentales. Je n'ai pas une confiance vraiment très grande dans la capacité des écologistes français à stabiliser quelque chose de sérieux. C'est-à-dire, c'est l'enjeu des prochains mois, des prochaines années. La jeunesse en question, elle est, comme les autres, en cours d'appauvrissement. C'est-à-dire que la représentation, c'était drôle quand Jean Viard parlait de nous qui nous portons bien par rapport à ces gens de peu qui ont des fins de mois difficiles, etc. C'était pas faux. Comment? C'était pas faux comme... Pour nos générations, oui, ça va. Mais pour nos enfants, non. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes diplômés du supérieur sont en voie d'appauvrissement. Et vont aussi rentrer, je dirais, dans la danse sur un mode beaucoup moins aimable. Mais je suis dans le temps long de l'histoire. Je ne suis pas la semaine prochaine. Et en vérité, et ce sont ces groupes-là qui vont donner plus tard des cadres au phénomène de lutte des classes qui sont effectivement dans un grand état d'immaturité parce que les gilets jaunes n'ont pas leurs cadres, n'ont pas leurs élites, etc. Et donc, je ne vois pas en fait... dans cette histoire de crise à long terme et d'étouffement à long terme de la société française qui devrait faire de l'écologie, mais j'ai peur que bientôt les jeunes pensent exactement comme les gilets jaunes, d'abord nos fins de mois, même s'ils ont des diplômes, et l'écologie, on verra ensuite. Camille. Oui, Dominique Méda, moi j'avais une question parce que vous parlez d'un programme en écologie, sociale. Il y a aussi la question des égos. C'est quand même ce qu'on voit. C'est quand même ce qu'on voit dans cette campagne des européennes. Si la gauche est aussi faible, c'est qu'il y a une difficulté à s'entendre.
programmatique, on a du mal à voir parce qu'il y avait quand même beaucoup de points communs. Il y a une difficulté des égos des différents partis. Est-ce que vous pensez qu'au lendemain de ces européennes, au-delà du programme que vous appelez, il y a une capacité à ce qu'il y ait un futur parti qui existe et qui s'organise? Alors, avant que vous répondiez, parce que pour ceux qui n'étaient pas là au moment du documentaire, pardon, Dominique Méda, il y a un moment, je ne sais pas si on l'a en régie, mais il y a un moment clé, un moment de ce film où Olivier Faure, le patron du PS, raconte l'entrevue entre Raphaël Glucksmann et Benoît Hamon. Voilà ce que ça donne. Raphaël a cette discussion avec Benoît et il lui dit « Mais tu te rends compte que peut-être tu risques d'être sous les 5%, de ne pas avoir d'élu du tout et que tout s'arrête pour toi ». Et Benoît lui répond cette phrase folle. Il lui dit « Mais peut-être que je vais crever, mais je vous ferai crever avec moi ». La guerre des égos, on est en plein dedans, là, Dominique Méda. Non, mais en effet, là encore, c'est un immense gâchis, parce qu'il aurait suffi, en effet, de faire un accord, une sorte d'accord de gouvernement pour que ça marche. Et de toute façon, qui aurait été le premier, le deuxième, le troisième, ils seraient tous passés, donc il n'y aurait eu aucun problème. Donc moi, je pense qu'il ne peut y avoir un avenir que si demain, il se dit qu'il va se faire un programme, et que, par exemple, on tirera au sort entre la personne qui sera présentée aux élections présidentielles pour porter ce programme. Dominique Méda, c'est crédible des hommes politiques qui acceptent d'être tirés au sort pour être candidats à la présidentielle. Dans la mesure où ils ne peuvent rien faire, pourquoi ne pas les tirer au sort? C'est un mélange. Peut-être qu'il faudra les y obliger. Hein. Et je rebondis juste sur ce que disait Emmanuel Todd sur le temps long de l'histoire. Il y a le temps long de l'histoire, mais là, on est dans le temps court de la crise écologique. Et je pense que ça nous oblige à remanier radicalement tous nos modes de représentation et à avoir une nouvelle intelligence des choses. Et donc je trouve que le bouleversement politique qui devrait s'en suivre, il devrait être absolument gigantesque. Marion Van Rentergem, puis Jean-Viard. Je reviens juste, la guerre des égos, je pense qu'elle va aussi atteindre le camp des nationalistes, parce que, par exemple, ne serait-ce qu'entre Viktor Orban et Matteo Salvini, qui l'un et l'autre cherchent à être le leader des nouvelles droites nationalistes populistes, je pense qu'il y aura de la casse assez vite, et que cette union des droites nationalistes se fera peut-être pour des raisons opportunistes, pour prendre le pouvoir, mais ils ne tiendront pas longtemps ensemble. La deuxième chose, c'était sur cette percée écologiste. J'ai pas fait le détail de l'étude, mais j'ai quand même l'impression que la montée écologiste est la plus forte dans les pays où le Parti social-démocrate est en déclin de manière la plus flagrante. En tout cas, c'est le cas en France et en Allemagne. Et ça revient à la question que vous me posiez au début. 15%, qui est un score historiquement bas. C'est ça. Et ça revient à la question que vous me posiez au début et celle que j'avais posée à Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que Salvini a produit... pourquoi est-ce que Renzi a produit Salvini, Obama, Trump et voilà. Et Macron, est-ce que Macron va... Merkel, le chaos, et quoi après Macron? Est-ce que Macron va encourager Le Pen? Et c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai déficit. La social-démocratie est à court d'imagination. Ses idées ont été un peu piquées partout. Maintenant, les acquis de la social-démocratie sont plus ou moins des conquêtes reconnues. Et elle est en mal un peu de renouvellement. Et c'est vrai que du coup, les partis écologistes ont pris un peu se sont engouffrés dans cette brèche et ont pris la place. L'homme qui prend le plus de notes ce soir, Jean-Viard. Moi, j'aime bien prendre des notes, mais la politique, c'est la seule activité, on va dire, qui ne se résout pas par des diplômes. Donc c'est forcément des courses de personnes. Porté par des C'est partis. inévitable. C'est inévitable, parce que c'est pas le mec qui a bac plus 12 contre le mec qui a bac moins 4, etc. Le mec qui a bac moins 4 peut être le leader. Enfin, donc c'est pas toujours, mais ça peut arriver, on le voit en Italie. Donc je veux dire, bon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il y a des gens qui fabriquent l'histoire. Regardez la gauche, avant que Mitterrand arrive, avec ses clubs, à prendre le PS, à faire, honnêtement, qui donne le PS, le Guy Mollet. Quand on parlait de Guy Mollet, quand on était jeune, c'était vraiment le pire tapis qu'on pouvait sortir de sous la table. Donc je veux dire, faisons attention. En ce moment, le problème, c'est que le type qui a la manœuvre, c'est Macron. C'est pas Mitterrand, c'est Macron. Donc lui, il fait une manœuvre de différents jeux avec une partie de la droite, une partie de la gauche, puisque quand même, il a beaucoup piqué l'État. Maintenant, il essaye de jouer avec les écolos. Et au fond, c'est lui qui marque la période, si vous voulez. Donc, c'est aussi la question, c'est qu'est-ce que ça va réaliser pour la France? Et moi, ce que j'aimerais quand même bien, c'est que de temps en temps, quand on parle de politique, on parle de projets concrets, on parle de choses qu'on fait, et notamment pour l'Europe. Parce que l'Europe, c'est quand même bien l'alliance de la droite et de la gauche, qui depuis le début fait que ça a ni chèvre ni chou. C'est une alliance PS-droite qui fait qu'en fond, on ne sait pas très
bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, on est rentré dans un jeu qui peut être plus intéressant. Il ne le sera peut-être pas, parce qu'il y a des pesanteurs que j'apprécie mal. Et donc, est-ce qu'il y aura des majorités, des oppositions? Est-ce que les écolos vont être dans la nouvelle majorité? Ce que j'espère très violemment. Et donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut voir quand même. À un moment, est-ce qu'on va réaliser un continent qui sera écologiquement beaucoup plus en avance que les autres ou pas? C'est ça le vrai enjeu. Pour rebondir sur ce que vous dites, Jean Viard, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé dimanche soir au niveau européen, c'est une sorte de coup de tonnerre, aurait pu dire Lionel Jospin. C'est vrai que pour la première fois depuis la création du Parlement européen, on assiste à la fin de l'hégémonie entre les deux grands partis qui dominaient et qui structuraient la vie politique européenne. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on va regarder à quoi ressemble ce Parlement européen aujourd'hui. C'est un Parlement européen qui, ça se voit d'un seul coup d'œil, est totalement éclaté, où personne n'a la majorité. Marion Van Rentergem, vous connaissez l'Europe très bien. On est au début d'une très grosse période de turbulence, d'après vous? Oui, en même temps, je pense que c'est bien parce que on a toujours reproché à l'Europe de ne pas être assez démocratique. Ça fait partie des clichés faux d'ailleurs et des mensonges qui sont dits sur l'Union européenne. Je trouve que justement ce résultat donne une représentation assez limpide et claire et véritable de la démocratie et de la répartition des forces politiques dans l'Europe d'aujourd'hui. Et finalement, ça pourra la fin du duopole entre les deux grands partis qui dominaient le Parlement, à mon avis, est plutôt une bonne nouvelle pour que les Européens se mettent à vraiment faire de la politique. Et puisqu'ils sont en Conseil européen ce soir pour quasiment en même temps que nous, je crois, là, pour décider du... Ils ont terminé, je crois. Oui, ils ont terminé, mais ils n'ont pas encore sorti de nom, d'après ce que je sais, pour président de la Commission. Il va y avoir de la bagarre. Camille, justement, je pensais y venir après, mais puisque vous parlez du Conseil européen, 28 chefs d'État et de gouvernement, Camille, réunis à Bruxelles aujourd'hui, premier Conseil européen depuis les élections, depuis dimanche soir. Qu'est-ce qui s'y est Oui, c'est un Conseil national extraordinaire où justement européen, exactement. Je fatigue un petit peu. Un Conseil européen extraordinaire. Une des questions, c'était justement de se mettre d'accord sur le futur président de la Commission. Ça va mettre du temps. Ils ont un mois d'ici fin juin pour trouver un nom. Ce qui est ressorti ce soir, apparemment, des discussions entre les chefs d'État, il n'y a aucun nom qui est ressorti. C'est la question du processus qui a été abordé. C'est en tout cas ce qu'a dit Emmanuel Macron hors sortant du Conseil. Il a dit qu'il n'y avait pas d'automaticité dans le processus des Spitzenkandidaten. Alors c'est un peu compliqué. Donc des candidats au poste de président de la Commission européenne. Mais ça montre qu'il commence à vouloir remettre en question, en cause, cette nomination du processus. Et vous pouvez continuer. Donc, juste pour conclure, c'est vrai que Macron, c'est un peu la deuxième manche, la deuxième élection pour Macron, parce que c'est plus Le Pen qui l'a face à lui, c'est Angela Merkel maintenant. Parce que ils sont tous les deux. C'est plus difficile ou c'est plus facile? Disons qu'en tout cas, il ne faut pas qu'il perde cette partie-là parce qu'il a déjà perdu la première. Et c'est assez marrant au Conseil européen parce qu'ils arrivent dans des drôles d'états. Il y a Theresa May qui est là, alors c'est complètement ubuesque. Theresa May totalement cabossée au bord de l'agonie et les pieds devant. Et puis les autres il y a des triomphants comme Salvini n'est pas là puisqu'il n'est pas Premier ministre, c'est le vice-premier. Victor Orban est là. Mais Victor Orban, c'est le grand gagnant. Et puis il y a Macron et Merkel qui ne sont pas en très bon état. Et bizarrement, c'est entre deux que la partie va se jouer pour savoir qui va gagner du président de la Commission. Emmanuel Todt, quand on vient de l'entendre, quand l'Europe se remet à faire de la politique, ça doit vous faire plaisir, ça, non? Mais je crois que la représentation qu'on se fait du Parlement européen est une complète fiction. C'est-à-dire que... Pourquoi on se trompe? On présente... il y a des groupes qui se créent, donc Parti populaire européen, Sociaux-démocrates, etc. Et on fait comme si l'essentiel du jeu et des dynamiques de pouvoir en Europe, c'était des rapports de force entre des idéologies européennes transnationales qui existeraient. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que les députés allemands, toujours, ont voté allemand avec une collaboration des sociaux-démocrates. C'est ce que vous dites depuis très longtemps. Vous dites que c'est pas moi qui dis ça, c'est la réalité. Vous dites que les élections européennes sont en réalité des élections nationales ethniques. Oui, c'est une juxtaposition d'élections nationales. Et puis, il y a des traditions. Donc, les députés français sont à la française. Finalement, ils sont comme les gilets jaunes. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, ils ne représentent aucune force. Oui, sauf qu'à un moment où ils votent. Ils votent, donc... Ils votent comme ils votent. Et par exemple, le Parti populaire européen, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le PPE. Le PPE, en vérité... La droite des conservateurs européens. La droite conservateur, c'était l'instrument du pouvoir de l'Allemagne en Europe. Par exemple, les gens ne comprennent pas pourquoi Orban, qui est décrit ici comme un dangereux type d'extrême droite... Mais il est que décrit ou il est comme ça? Écoutez,
Ça fait longtemps que je n'ai pas étudié la situation hongroise. La Hongrie est un pays que j'aime beaucoup, donc je vais m'abstenir de juger. Mais ce qui est intéressant, aimer un pays, mais pas son dirigeant et pas son régime politique. Non, mais il a fait plus. Lui, c'est l'un des rares qui a fait plus de la moitié des suffrages exprimés, quand même. Donc c'est difficile. Mais ça veut pas les dire qu'il n'est pas, les gens se posent toujours la question. xénophobe. Je vais vous donner un exemple. Les gens se posent toujours la question de mais pourquoi est-ce que Orban n'est pas expulsé du Parti populaire européen? Vous êtes d'accord? C'est quand même une vraie question. Dans un monde central européen establishment. Il est suspendu, là. Il est suspendu, mais il est toujours. Mais la vérité, c'est que la Hongrie fait partie du système de pouvoir allemand. Depuis l'établissement de la double monarchie autrichienne, les Hongrois sont un peuple nationaliste et indiscipliné. Du temps de l'Austro-Hongrois. À l'époque austro-hongroise, les germanophones d'Autriche-Hongrie ont passé un deal avec les Hongrois, et les Hongrois sont dans la mouvance allemande. C'est surtout que la présence d'Orban intéresse le PPE parce que ça lui permet d'avoir la majorité. Les Hongrois vont garder, qui sont un peuple courageux et fier, vont garder ce statut semi-privilégiés et tolérés qu'ils ont toujours eu dans leur rapport avec l'Allemagne. Dominique, moi j'ai envie de dire deux choses. D'une part que l'Europe, c'est que peut-être quand même mieux que le choc des nations. Dans le film, ce qui m'a plu, c'est quand Salvini il a dit « Moi, j'ai envie que les Français perdent, l'équipe de France perde. » Donc voilà, on se dit quand même que si la sortie de l'Europe, prétendument pour se retrouver dans l'amour des nations, moi je ne suis pas sûre que ça se passe comme ça, je pense que ça sera un choc des nations encore pire. Et je suis d'accord avec Jean Viard pour dire que maintenant, il faut peut-être qu'on parle politique et projet, quoi. C'est-à-dire, il y a eu des idées pendant cette campagne sur le renforcement de l'Europe sociale, sur le SMIC européen, sur l'assurance chômage, enfin toute une série de choses qui amélioreraient quand même considérablement la vie des gens. Il faut qu'on règle à nouveau la question du travail détaché parce que ça rendait les gens fous. Donc voilà, on a toute une série de sujets pour faire de l'Europe une zone de très haute qualité sociale et environnementale. Là, maintenant, il faut y aller. Parce que si on rate cette fois-ci, alors là, on peut penser en effet que le nationalisme reviendra à cheval. Faire de la politique, au galop, dit Dominique Méda, en tout cas pour le camp qui est votre camp de cœur politique, parce que en face, ils font de la politique en Europe. Salvini, Orban. Oui, ils ont parlé frontières. Ils font de la politique, mais quand on monte les spectacles, on dirait qu'ils vont gagner. Ils n'ont pas gagné. Ils ont gagné 20 ou 25 députés. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas progressé. Ils sont extrêmement loin du pouvoir en Europe. Il faut quand même avoir une certaine vision des rapports de force. Mais l'horizon est possible. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'horizon normal, c'est un populisme nationaliste partout. C'est ce qu'il y a partout sauf en Europe. Donc, disons-nous d'abord qu'on a la chance de ne pas être là-dedans. On évite Trump, on évite l'Indien, etc. C'est quand même essentiel. La deuxième chose, effectivement, c'est comment on donne à ça un sentiment pour que ça n'aille pas vers ça. Et donc ne faisons pas comme si le nationalisme avait gagné. Le nationalisme progresse, mais il est encore loin. Il y a des sujets. Il y a le sujet de la frontière, qui est un sujet extrêmement difficile, parce que c'est vrai qu'on fait un peu partie d'une génération où on avait l'impression qu'au fond les frontières, c'est une idée un peu dépassée. On se rend compte que c'est pas vrai. Il y a toute une idée en ce moment, il y a un changement sur ces questions. Les gens ont envie qu'il y ait des frontières, j'allais dire symbolisées. C'est-à-dire qu'il y a des douaniers européens, des mecs avec un costume, une casquette, on les voit, quoi. C'est vrai, quand on va aux États-Unis... Je ne sais pas si les gens ont envie de ça. Non, mais je ne sais pas, mais la question de la frontière est un sujet. Alors, évidemment, comme l'extrême droite la manipule, je suis très prudent dans ce que je dis. Et moi qui suis Marseillais, je suis d'abord sensible aux gens qui se noient en Méditerranée, j'allais dire plus qu'à la question de la frontière. Mais à la limite, les gens qui se noient en Méditerranée, c'est une frontière symbolique. Parce que si on laisse des gens se noyer, tout le monde se dit, bon, d'accord, mais enfin, c'est vite que les autres arrivent, ce qui est complètement con, parce que les gens qui circulent, c'est souvent des réfugiés politiques, etc. Voilà. Mais donc, c'est pour dire que c'est ça qui va vraiment compter. Or, c'est vrai que comme il n'y a plus une majorité automatique, si on n'est pas capable de faire des politiques intelligentes, la prochaine fois, il y aura une majorité où l'extrême droite sera encore plus fort, quitte à dealer avec le PPE. Ce sera le mot de la fin pour chacun d'entre vous. Marion Van Rentergem, court s'il vous plaît. Juste que le petit tiers de nationalistes est peut-être inférieur aujourd'hui au Parlement, mais il y a quand même une dynamique qui leur est favorable. Il y a une atmosphère culturelle, un fond culturel qui leur est favorable aujourd'hui, qui est intrinsèquement lié à la mondialisation produisant nécessairement des inégalités. Donc ils ont, à mon avis, de beaux jours devant eux. Et même s'ils sont désunis pour le moment et qu'ils sont incapables de s'entendre, l'occasion pour eux de prendre le pouvoir est trop forte pour ne pas essayer une unité même provisoire. Pour vous, le mot de la fin, c'est vigilance, en clair. Emmanuel Todd, est-ce que vous savez faire court pour conclure? Je n'aime pas le Rassemblement national. Je n'aime pas Salvini. J'ai une grande sympathie pour les Anglais qui ont voté le Brexit, ce qui dit d'ailleurs la diversité des choses, et voir classer les gens du Brexit par le monde comme d'extrême droite, quand on connaît l'Angleterre, je me suis dit, mais dans quel pays je vis?
Mais je dois dire que je suis de plus en plus choqué d'entendre décrire comme des gens d'extrême droite, comme des nationalistes, mot qui suppose une certaine agressivité avec connotation militaire, des gens ordinaires, paisibles, qui réclament simplement le droit d'être ce qu'ils sont, français en France, italiens en Italie ou britanniques en Grande-Bretagne. Je trouve qu'il y a une hystérisation du vocabulaire qui est choquante et qui traduit un mépris. J'ajouterai une dernière chose. On nous menace sans arrêt d'une guerre entre les nations européennes, de conflit. Il n'en a jamais été question. C'est fini depuis bien longtemps. 70 ans. La négociation... C'est fini. Négociation... En quoi c'est fini? De toute façon, les populations sont trop vieilles. La négociation dont on a besoin, ça n'est pas d'une négociation qui n'en finit pas entre des pays européens qui ne sont plus ennemis. C'est dans chaque pays de négociation entre les gens d'en haut et les gens d'en bas et d'une réconciliation interne à chaque Dominique nation. Méda, pour conclure. Non, mais c'est étonnant, c'est comme j'entendais Louis Alliot ce matin qui dit mais non, nous ne sommes pas d'extrême droite, c'est curieux. Enfin, je me suis dit que là, c'était vraiment très curieux de dire ça. Je finis sur une note... Merci pour l'amalgame. Non, s'il vous plaît. Non, c'est pas du tout un amalgame, mais pourquoi après tout... Dominique Méda, Emmanuel Todd. J'avais envie de finir sur une note positive qui était, moi je suis signataire du traité de démocratisation de l'Europe, lancé par Piketty, et je trouve que c'est une idée très intéressante dont on n'a pas assez parlé dans la campagne et qui nous permettrait en effet d'avancer considérablement. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. Jean Viard, je rappelle le titre de votre dernier livre publié aux éditions de l'Aube, L'implosion démocratique. Emmanuel Todd, merci. Le dernier, c'était Où en sommes-nous? Vous préparez le prochain, je crois. Le prochain livre, peut-être que vous venez nous en parler ici. Ils le liront avec attention, j'en suis persuadé. Dominique Méda. Ils le liront avec horreur. Une autre voie est possible. Dominique Méda, le modèle social français n'est pas mort. C'est publié chez Flammarion. Et Marion Van Rentergem, Mon Europe, je t'aime, moi non plus. C'est chez Stock. Merci à tous les quatre. Merci Camille. Le documentaire Les meilleurs ennemis à voir ou à revoir, si vous avez adoré, sur France.tv, la plateforme de replay de France Télévisions. Et nous on se retrouve dimanche soir, dans 5 jours, 18h35, pour un nouveau numéro de C'est Politique. Ciao.